Alors, bonjour à tous. Là, nous démarrons le corrigé de l'exercice 3. Démarrons le corrigé de l'exercice 3 qui concerne la vidange d'une enceinte. Exercice 3. C'est un exercice qui n'est pas très délicat, mais qui va positionner toutes les méthodes après qui vont être utilisées pour la suite, au niveau du suivi d'un gaz. Donc pour faire le vide dans une enceinte, on utilise une pompe à vide. Alors, donc vous avez sur un schéma, hop, une enceinte de volume V avec un tuyau qui vous permet d'accéder. Hop, c'est très mal fait. Mince, c'est un bug de mise à jour. Hop, qui vous permet d'accéder à une pompe, donc avec un piston ici mobile, ici, qui peut se tirer. Là, ici, et qui va pouvoir expulser le gaz par l'extérieur. Donc là, on a des soupapes qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Je vais mettre un peu de couleur pour les soupapes. Hop. Donc, une soupape ici, une première soupape S1 et une deuxième soupape S2. Non, évidemment, c'est l'inverse qui a été choisi. Oui, c'est l'inverse qui a été choisi. Alors, évidemment, bon, désolé pour ça. Donc ici, on a dit S1. Ici, la soupape S1. L'admission de l'air venant de l'enceinte et son refoulement vers la S2. Ok. Hop. Voilà. Alors, un moteur électrique déplace le piston qui fait un aller et un retour quand le moteur a fait un tour. Donc en fait, on peut imaginer qu'il y a quelque chose comme ça, avec une bielle, un système de bielle qui va permettre en tournant. Alors, donc là, ça c'est le tourner comme ça, ceci. Et par exemple, là, si vous avez ceci, ici, alors on va pouvoir avoir, hop, voilà, le moteur qui tourne et qui peut entraîner au moment le déplacement donc, du piston. Un système de transformation d'un mouvement circulaire en mouvement rectiligne, un système de bielle manivelle. Donc voilà, au départ, la pression dans l'enceinte, c'est P0 égale 1 bar. P0 égale 1 bar, voilà. Ensuite, la température reste constante lors du fonctionnement de la pompe, d'accord. On étudie le premier aller-retour du piston. Au départ, le piston est dans la pression dans l'enceinte, c'est P0. Le piston est poussé vers la gauche, puis S2 étant ouverte, S1 fermée. Alors on va faire état initial. Je vais tout refaire, j'aurais dû. Tant pis. Alors, donc on a ça, et donc ici on a dit on va aspirer, donc ici ça va être ouvert, et l'autre ici va être fermé. Hop, et le piston est poussé vers la gauche, donc le piston est là, comme ceci, voilà, et donc il va aspirer. Hop. Et donc là, le gaz, il est là, et il est également dans le tuyau ici, à l'état initial. Il est tiré complètement vers la droite. Lors du retour du piston, S1 est ouvert, S2 fermé. Donc après, effectivement, eh bien, le système est donc là, ça. Après, hop, le système, le piston est là, là c'est ouvert, et donc ça, c'est ça qui nous intéresse, mais finalement, c'est le fait que le système se trouve maintenant, tac, 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 dans le petit tuyau, mais comme donc on va négliger le volume, certainement. Hop, enfin certainement, c'est pas toujours le cas. Hein. Hop. Maintenant le gaz se situe ici. Donc là le gaz, c'est en fait le système qui est ici. Hop, on le retrouve là. Ensuite, le piston est porté en butée. Et puis, après on va. Donc celle-ci, pardon, était fermée. Hop là, zut. Celle-ci était fermée. Ensuite, le piston, état d'après,
on va le pousser en ouvrant celle-ci et en fermant celle-là. Mais ce qui va nous intéresser finalement, je refais encore un schéma, hop, ça va être, donc celle-ci va être fermée, et le piston va progressivement ramener tout le gaz, ce gaz, celui-ci, à sortir. Voilà. Donc, et bien en fait, cette étape-là, je peux finir quand même à quoi ça ressemblait ça, mais ce que j'ai fait. En fait, c'est seulement cette étape-là, de là à là, qui va nous intéresser. L'étape où le gaz est uniquement dans l'enceinte et l'étape où il est dans l'enceinte plus le piston. Là, nous allons pouvoir trouver une quantité de matière conservée. Donc après un coup de pompe, alors je vais refaire après un coup de pompe. Alors pourquoi, je reviens sur le dessin, pourquoi est-ce que la pression ici, là donc on va avoir hop, en P1 ici, P0 là. Après un coup de pompe, la pression ici est encore la même, on a fermé ici. Donc P1 ici, P1 là, la pression est la même. Donc en fait, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la comparaison entre cet état et celui-ci, parce qu'après, on n'a plus la même quantité de matière. On a changé. Là, vous avez bien tout ce que j'ai assuré en rose, le gaz qui est passé au départ de ce réservoir-là à l'ensemble réservoir plus pompe, et pour lequel la pression est égale à P1. La même qu'après un coup de pompe. Un coup de pompe, c'est quand le piston est allé, est parti, puis revenu. Donc là, quand il est revenu complètement à la même position que précédemment. Donc après un coup de pompe, finalement, eh bien, vous pouvez écrire que vous avez la correspondance de la quantité de matière P0V qui est égale à P1, mais cette fois, le volume n'est plus V, mais c'est le volume V plus V0. Et vous en déduisez P1 égale eh bien, donc, P0V sur V plus V0. Si vous faites un deuxième coup de pompe, cette fois, après, hop là, je me trompe d'endroit, après deux coups de pompe, le principe est le même, le principe est le même, cette fois vous n'avez plus que la pression P1 dans le réservoir, et maintenant la pression P2 dans un volume V plus V0, etc. etc. Vous pouvez écrire Pn-1, si vous avez besoin, V égale Pn, V plus V0, et vous en déduisez comme ça. Oui, vous apercevez que vous avez tout simplement, entre guillemets, Pn, vous pouvez l'avoir en effectuant, donc Pn est égal à Pn-1 sur V plus V0. Or, Pn-1, c'est Pn-2 V sur V plus V0, etc. Et donc, en fait, vous avez P0, facteur de V sur V plus V0, à la puissance n. Donc là, vous pouvez... en fait, j'ai répondu... Ah oui, en déduire la pression Pn à l'intérieur de l'enceinte au bout de n aller-retour. Bon. C'est pas grave. Donc on a répondu directement. Et maintenant, on va lire la suite. On vous demande... la fréquence de rotation du moteur, c'est 300 tours par minute. Déterminez le temps T pour obtenir une pression de 0,01 bar. Bon. En fait, eh bien, à chaque coup de pompe, on a dit, hein, à chaque coup de pompe correspond un tour de moteur. Un tour de moteur. Donc, si vous faites, s'il tourne à 300 tours par minute, eh bien, vous pouvez faire la conversion en déterminant, oui, tout simplement, eh bien, le nombre de tours qu'il va falloir, pardon, connaissant n'importe quoi. Vous avez besoin de combien de tours? C'est ça qu'on a besoin. On connaît le oméga, 300 tours par minute, et vous avez besoin du n. En fait, le n, on l'obtient, sachant que Pn, donc
c'est P0 facteur de l'obtenir V sur V plus 0 à la puissance n. Le n, on l'obtient, et donc égal à P, on va mettre la ln directement, ln de P n sur P0, hop, divisé par ln de V sur V plus V0. Quand vous faites l'application numérique, alors c'est pas forcément utile, mais bon, ça vous donne à peu près 1385 tours, c'est juste pour avoir l'ordre de grandeur. Et ensuite, eh bien, pour trouver la durée, bah, t, vous savez qu'il effectue 300 tours par minute, vous avez 1385 divisé par 3, ça vous donne à peu près 3, 4, environ 4 minutes, un peu plus de 4 minutes, 4,6 minutes si vous faites l'application numérique propre. Et donc vous pouvez commenter que c'est pour passer de 1 bar à 0,001 bar, c'est-à-dire 1 millibar quand même, passer de 1 bar à 1 millibar en 4 minutes, c'est assez efficace. Voilà le corrigé de cet exercice 3 sur la vidange d'une enceinte. Est-ce qu'on enchaîne directement sur l'exercice 4? Alors, tout le début, ce n'est que... oui, on va faire ça, que du cours. Là, vraiment, il n'y a aucune subtilité, hein, c'était pour réviser le cours. Il y a juste un terme peut-être que vous n'avez pas, vous avez oublié. Complétez les cases blanches. À quoi correspondent les zones numérotées en chiffres romains? Ce sont les 11 variétés allotropiques de glace. Les différentes formes sous lesquelles peut se trouver le solide glace. Voilà, donc sinon, le reste, vous avez définir la pression de vapeur saturante, rappeler les noms des transformations, tout ça, c'est du cours. N'hésitez pas à poser des questions si c'est pas évident, mais là, on va passer par contre à un exercice plus intéressant quand même. C'est l'exercice où vous avez, hop, je vais commencer, on modélise une chaudière par un cylindre vertical de section. Alors, hop, je vais suite de l'énoncé. De section S et de hauteur L. Donc, hop, un cylindre comme ceci, de hauteur L, de section grand S, contenant de l'eau sous forme liquide, supposée incompressible, sous forme gazeuse. L'ensemble est à 100 degrés. Initialement, T égale 100 degrés. Donc tout de suite, vous savez que P égale, alors je peux mettre P1. P1 donc égale 1 bar, forcément, c'est l'équilibre d'un liquide qui se trouve ici. Liquide, la phase vapeur qui le surmonte. Et le liquide a alors la hauteur H. D'accord. On porte l'ensemble à 200 degrés. La hauteur du liquide baisse de X. Donc ça, c'est à T égale 100 degrés. Ensuite, vous avez simplement cette fois, hop, donc là vous aviez H et ceci c'est X. Donc là H moins X. La hauteur d'eau, hop, la hauteur de liquide maintenant n'est plus que de H moins X. Avec ici toujours la hauteur grand L. Voilà, la section S, et cette fois T égale 200 degrés. Alors, la pression de vapeur saturante de l'eau est donnée par la formule empirique approximative de Duperré, Psat égale la température en degrés divisé par 100 puissance 4 en bar. Ah bon, on peut peut-être déterminer directement PA 200 degrés, Psat 200 degrés, donc c'est 200 sur 100 puissance 4, autrement dit 2 puissance 4 bar égale donc 16 bar. Ok, très bien. Faire un schéma de la... Bah oui, d'accord. Ça c'est fait. Le niveau initial de liquide est 10 cm. Donc ça c'est 10 cm. En supposant qu'il reste du liquide, calculez la baisse X du niveau d'eau. D'accord. Donc, hypothèse. Il reste du liquide. Et ça va nous être très très utile pour tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il y a coexistence liquide-vapeur.
C'est ça que j'aurais dû d'ailleurs trouver. Ce que j'ai écrit là n'est conditionné. Je suis allée beaucoup trop vite. Voilà. Plus de batterie. Hop là, on va se mettre en pause. Hop là. Excusez-moi, je mets une petite pause. Oh, désolé pour la petite interruption. Alors, donc oui, ce que je disais, c'est que ce que j'ai écrit à droite, là, ici, en fait, je suis allée beaucoup trop vite, n'est vrai, attention, n'est vrai que s'il n'est vrai que si les deux phases coexistent. Ça veut dire qu'il faut une pression de vapeur saturante, les deux phases coexistent. Si elles ne coexistent pas, c'est complètement faux. Donc voilà pour ça. Hypothèse du reste du liquide, coexistence liquide-vapeur, c'est ce que j'avais commencé à écrire. Voilà. Alors, ça veut dire que si vous avez... en fait, vous avez du gaz et de la vapeur. Pour le gaz, vous avez le droit. Qu'est-ce que vous savez? Pas grand-chose. Vous connaissez la loi des gaz parfaits. Vous pouvez dire. Alors, je vais peut-être prendre une nouvelle page, comme ça il y aura les deux ensemble. Hop. Alors. Donc, à 100 degrés, on applique la loi des gaz parfaits appliquée au gaz. Donc, P, on va l'appeler P sat 1 fois V gaz, on va mettre V1. Alors, on va peut-être remplacer déjà. Ça va peut-être plus simple, rapide. Donc, la P sat AT1. Je vais mettre P sat AT1. Donc, le volume de gaz accessible, cette fois, c'est S fois la longueur, la hauteur du cylindre, moins la hauteur de liquide, qui est égale à N0 de gaz fois R fois T1. Et maintenant, si vous faites la même chose à 200 degrés, ce qui change, c'est que vous êtes à P sat T2, que cette fois le volume est S facteur de L moins H moins X, H moins X, et que cette fois la quantité initiale de gaz c'est N0 gaz plus la quantité d'eau qui s'est vaporisée entre le passage de T égale 100 degrés à 200 degrés. Donc maintenant il faut trouver la but déterminer NO vaporisé. La quantité d'eau vaporisée, qui s'est vaporisée entre 100 degrés et 200 degrés. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est la masse qui s'est vaporisée sur la masse molaire de l'eau. Jusque-là, ça va. Et que vaut la masse d'eau vaporisée? La masse volumique de l'eau fois le volume d'eau vaporisée. Sur toujours MO. Autrement dit, le volume d'eau vaporisée, c'est X fois S. Donc, ρ O X S sur MO. Une fois qu'on a ça, il nous suffit, entre guillemets, de réinjecter dans P sat AT2. P sat AT2, facteur de S, L, moins H plus X, égale. La quantité de gaz initial, on la connaît, c'est P sat AT1, S, L, moins H, sur RT1, plus la quantité d'eau vaporisée, gros O, XS sur la masse molaire de l'eau, et que n'oublions pas RT2. Alors, on va pouvoir faire quelques simplifications. Le S déjà se simplifie. Hop, déjà. Ensuite, le R se simplifie, mais pas partout, non. Donc, on va pouvoir isoler le X. Alors, X, facteur donc de X, il est en facteur de
Donc de P sat à T2, P sat à T2, à T2, moins ρO R T2 sur la masse molaire de l'eau, et c'est égal à P sat à T2. Je passe de l'autre côté, donc H moins L. H moins L, c'est bien ça, H moins L. Et il reste également toujours plus P sat à T1, L moins H, sur celle-ci c'est T2 sur T1. Les R se sont simplifiés. Voilà, ça on va pouvoir simplifier tout ça et dire que X est donc égal à... Alors si je divise, je mets tout en facteur, L moins H, L moins H en facteur. Donc il est ici, facteur donc de P sat à T1, T2 sur T1 moins P sat à T2. Ah, les parenthèses sont pas bonnes. La barre de fraction ne va pas être au bon endroit. Tac. Hop. Divisé par donc ce truc là, P sat à T2 moins ρO RT2 sur la masse molaire de l'eau. Après application numérique, vous trouvez eh bien 6,11 mm. Alors ça, il faut bien, j'ai mis un peu trop de chiffres significatifs, mais bon, il faut bien mettre dans les bonnes unités les pressions en pascal, les températures en Kelvin et les masses volumiques en kg par mètre cube. Donc si vous ne trouvez pas ça, c'est que vous êtes trompé quelque part en termes d'unité. Ce n'est pas parce que pour obtenir la pression, il faut utiliser température en degrés et que vous obtenez une pression en bar qu'il faut utiliser les bars. Bon, donc ça c'était la question numéro B. Et maintenant, si vous arrivez à la question C, maintenant, si la hauteur égale... Ça c'était si h évalait 10 cm. Si maintenant h vaut 5 mm, h égale 5,0 mm. Là vous vous dites, mince, problème. Parce que, eh bien, le x que vous avez trouvé, alors, non, le x qu'on va trouver, pardon, n'importe quoi, le x, on peut le faire application numérique, je dis n'importe quoi, x cette fois vaut, alors j'ai l'arbre numérique sous les yeux, 6,76 mm. Sauf que c'est supérieur à h cette histoire. Ça veut dire que donc le modèle qu'on a pris est faux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'eau liquide, il n'y a plus d'eau à l'état liquide. À l'état liquide, toute l'eau s'est vaporisée. C'est vaporisé. Et donc maintenant, eh bien, vous savez comment obtenir eh bien, toutes les caractéristiques. C'est la pression. Alors, pardon, c'est pas une pression de vapeur saturante, justement, parce qu'il n'y a pas d'eau, plus d'eau qui coexiste à l'état liquide et à l'état vapeur. C'est P à T2 égale cette fois N0 plus N de l'eau vaporisée entièrement, RT sur V total. Sur V total. Et là, la seule chose dont nous avons besoin, c'est de connaître eh bien, la quantité vaporisée, NO vaporisée, ce n'est rien d'autre que ρO HS sur MO, et sachant que N0, c'est toujours P sat AT1 donc L moins H, pardon, S, j'ai pas à simplifier, c'est pas grave, ça va simplifier, sur RT1. Et ça, cette fois, l'application numérique vous donne 12 bars. PAT2 égale 12 bars
de gaz, simplement. À peu près. Donc, voilà pour cet exercice. Ce qu'il fallait faire, c'était rester juste concentré, enfin juste, non, c'est pas juste, rester concentré sur la loi des gaz parfaits, les unités, et faire l'hypothèse, effectivement, que vous étiez, que le système, pardon, diphasé était bien à la pression de vapeur saturante. Lorsqu'il y a coexistence liquide-vapeur, le système reste à la pression de vapeur saturante, tant que les deux phases coexistent. Donc on s'arrête pour ce TD1. Vous passez au TD2 sur les bilans d'énergie. Tous les exercices sont importants. Donc là vous avez le 1, le 2. Alors ne commencez pas par le 1. Passez directement au 2, au 3, au 4, etc. Et donc je ferai des corrigés comme ça de vidéo en vidéo. Voilà, bon courage.